dans les yeux de la victime. Depuis tout petit, je suis vraiment passionné par ça. En fait, si je te raconte ça, n'en parle pas, s'il te plaît. Ou si tu le fais, change mon pseudo. Je n'ai vraiment pas envie d'avoir des problèmes. Je crois que mes envies de tuer ont commencé quand j'étais petit. J'ai tué mon chat pendant que mes parents n'étaient pas là, et je l'ai jeté dans les toilettes. Et comme il passait pas à la chasse d'eau, je te dis pas comment j'ai galéré à le couper en tout petit, lol. Bon, là, c'est vraiment autre chose. Tuer les animaux, c'est marrant un moment, mais j'ai voulu passer à la vitesse supérieure. J'ai tué ma sœur. Je l'ai invitée chez moi pour manger, et j'ai profité qu'elle était assise à table, je suis passé derrière elle, et je l'ai assommée avec un marteau. J'ai adoré le bruit et le sang qui a giglé. Tu aurais vu ça, je suis sûr que tu aurais adoré, vu que t'aimes l'horreur. Je ne pensais pas qu'elle allait mourir sur le coup, cette conne, par contre. Moi, je voulais juste qu'elle soit assommée. Je voulais voir la terreur dans ses yeux. Mais bon, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Alors j'ai voulu m'amuser un peu. Je pense que tu peux comprendre. Je venais de la tuer, pour rien sinon. Alors je l'ai allongée par terre, et je lui ai coupé les paupières avec mes ciseaux. Je peux t'envoyer les photos si tu veux. J'en ai pris plein, et si tu veux les utiliser dans une histoire, j'en serais trop heureux. Maintenant, elle avait les yeux ouverts, MDR. Mais ce n'était pas assez marrant, et je me suis dit que je devrais en profiter pour faire quelque chose que, sûrement, je ne pourrai plus jamais faire. T'inquiète, je ne suis pas fou, et je sais que je finirai en prison. J'ai alors pris mon couteau, et j'en ai donné plusieurs coups dans son ventre. Et je ne sais pas comment t'expliquer, mais pendant que je faisais ça, j'étais très excité. J'ai alors déchiré son haut, et j'ai vu ce que j'avais fait. Tout le sang, ses plaies, et je n'ai pas résisté. J'ai encore plus ouvert, et j'ai sorti les intestins. Je n'arriverai pas à décrire la sensation que ça faisait, et je me suis caressé avec. C'était divin. Un peu puant, mais c'était vraiment un bon moment. Après avoir bien joué avec, j'ai voulu essayer une nouvelle fois quelque chose de nouveau. J'ai coupé un de ses petits intestins en tout petits morceaux, et j'ai été m'en faire cuire à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Et je les ai mangés. C'était excellent. Un peu bizarre, mais putain c'était trop bon. Je ne comprends pas pourquoi on ne mange pas les morts. Ça libérait les cimetières. Bref, si un jour tu as l'occasion de goûter, n'hésite vraiment pas. C'est trop bon. Je m'en suis fait plusieurs fois. Puis une fois que j'en ai eu marre, j'en ai mangé un peu cru. Par contre là c'était vraiment pas top. Le goût du sang et un autre goût bizarre. J'ai failli vomir. Du coup j'en ai coupé un peu, en rab, que j'ai mis au congèle. Si je t'écris, c'est parce que là je ne sais pas comment me débarrasser du corps. Vu que t'écris des histoires d'horreur, tu dois avoir quelques petites astuces. Ce serait sympa que tu me dises comment, par exemple, réduire en cendres, ou faire fondre, comme dans Breaking Bad. Je sais pas si tu connais. Je t'embête pas plus, mais réponds-moi s'il te plaît. J'en serai heureux. Et dis-toi que ta prochaine vidéo, je la regarderai en mangeant un peu d'intestin de ma sœur MDR. Ça ferait un bon titre, ça, non? Voilà l'intégralité du mail qu'on m'a envoyé. Je ne sais pas quoi en penser, et je ne sais pas si vous le partagez était une bonne idée. Mais vous devez bien avouer que recevoir ce genre de mail, ça fait froid dans le dos. On ne sait pas si c'est du troll ou non. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin de le dire. D'exorciser certaines choses qui sont présentes en moi depuis bien trop longtemps. Tu dois savoir. Tout a commencé quand j'avais 12 ans. Je vivais avec mes parents dans une modeste maison de campagne, entourée de quelques autres dans l'est de la France. Je suis fils unique. C'est quelque chose que j'ai toujours bien vécu. Ce jour-là, je jouais dans ma chambre à l'étage, comme à mon habitude, pendant que mes parents étaient en bas dans le salon. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Grande, maigre, le visage émacié et la peau grisâtre. Elle portait une longue robe noire et un chapeau ancien sur la tête. Ses yeux étaient d'un gris très pâle, presque blanc, qui m'avait figé sur place. Je me rappelle cette sensation de peur extrême qui m'avait tétanisé au point de ne pas être en mesure de crier ni d'appeler mes parents. Elle était là, à quelques mètres de moi, à l'autre bout de ma chambre. Elle ne faisait rien. Elle était juste là, plantée, à côté de la porte, son horrible regard mort porté sur moi. Et cette odeur, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était la première fois que je la sentais. L'odeur de la mort, de la chair en décomposition. Incapable de bouger, j'étais resté là, fixant cette chose pendant plusieurs secondes, minutes ou heures, je n'en sais franchement rien. Elle n'a disparu que lorsque ma mère a ouvert la porte pour me faire descendre à table.
Elle s'était inquiétée de me voir si pâle et avait pris ma température. Bien sûr, je n'avais rien. Je venais juste de voir un fantôme pour la première fois de ma vie. La deuxième fois qu'elle m'est apparue, je fêtais mes 13 ans. Tous mes copains étaient là. C'était un anniversaire génial, comme tout anniversaire de gosse devrait l'être. Gâteaux, bonbons, ballons et cadeaux. On était tous autour de la table, devant cet énorme fraisier, quand quelque chose a attiré mon attention. Un chapeau. Son chapeau. Il était là, posé près du canapé. Je le revois, avec tellement de précision. Si réel. Je me suis figé sur place, les rires de mes amis se faisant de plus en plus lointains, faisant place au bruit sourd des battements de mon cœur. Je le sentais taper fort, si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Cet état de torpeur a pris fin quand un ami à ma droite s'est mis à agiter ses mains devant moi pour me réveiller. Le chapeau avait disparu. Plus rien. Il était pourtant bien là. La fête a alors repris son cours sans aucune autre manifestation bizarre. Enfin, jusqu'au soir. Je venais de me coucher. Mes parents étaient en bas devant la télé et je repensais, tout excité, à mes nombreux cadeaux. Une Game Boy, un Action Man, un skate. Puis je l'ai entendu. C'était à peine perceptible au début, un chuchotement que je croyais venir de la télé. Puis la voix s'est faite plus forte. Une voix de vieille dame, douce et hésitante, qui venait de mon armoire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mathieu. Joyeux anniversaire. La télé bourdonnait toujours en bas. Et moi, j'étais là, tétanisé dans mon lit, incapable de bouger ou d'appeler mes parents. Je ne pouvais que fixer mon armoire, priant de toutes mes forces pour que ce qui s'y trouvait disparaisse à tout jamais. Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit, mais que rien d'autre ne se soit passé par la suite. L'année d'après, s'était écoulé normalement. La vieille dame ne s'était pas manifestée. C'est en tout cas ce dont j'essayais de me convaincre. Mais ce jour-là au lycée, j'ai compris que j'avais tort. Je venais de terminer le cours de gym avec la classe et filé au vestiaire récupérer mes affaires. Ne trouvant pas ma veste, je me suis attardé un peu plus longtemps tandis que mes amis avaient déjà rejoint la cour de récréation. Persuadé de l'avoir mis dans mon sac, je l'ai entièrement vidé à sa recherche. Elle n'y était pas. Sûrement un élève un peu farceur. J'ai remblayé le tout quand un bruit a attiré mon attention. Un bruit de verrou qui provenait des toilettes. Sur le moment, j'ai pensé que l'élève en question était toujours là, et puis ma réaction. Ce n'est que quelques secondes plus tard que j'ai compris que ce n'était pas un élève. Une voix mélancolique, à peine perceptible, chantonnait un air triste. On aurait dit une comptine d'enfant, mais ça n'avait rien de joyeux. Je me souviens plus des paroles maintenant, mais ça parlait d'un enfant qui avait perdu sa poupée. Je n'avais jamais entendu ça. J'aurais dû courir, m'enfuir, car au fond de moi, je savais très bien ce que j'allais trouver derrière cette porte. Je me suis avancé lentement. Je ne voyais rien sur la porte. Pas de jambes. Mais je l'entendais. Sa voix de vieille dame, de plus en plus triste, de plus en plus plaintive. Jusqu'à ce que ma main se pose sur la poignée. Tout s'est arrêté. Tout, sauf mon cœur, qui tambourinait dans ma poitrine. J'ai enclenché la poignée avec l'espoir de ne rien y trouver. Mais elle était là, plus réelle que jamais. Ses deux yeux vitreux fixés sur moi, et son affreux chapeau vissé sur la tête. Après quelques secondes qui m'ont paru durer une éternité, elle m'a tendu quelque chose. Au départ craintif de détourner mon regard, privé d'autre choix, j'ai fini par baisser les yeux. Ma veste. Qu'est-ce qu'elle faisait avec ma veste? Tu as perdu ça, mon chéri. Ces mots résonnent dans ma tête chaque jour. C'était la première fois qu'elle s'adressait directement à moi, la rendant bien plus réelle qu'avant. Elle a disparu à l'instant même où j'ai saisi la veste. Le soir même, je pouvais encore sentir son odeur qui avait imprégné le tissu. Cette odeur de charogne, je peux la sentir rien qu'en y pensant. Les choses ont commencé à dégénérer le soir même. Je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Je la revoyais tenant ma veste. Je m'étais jusqu'à là persuadé que tout ça n'était que le fruit de mon imagination. J'étais peut-être fou après tout. Mais elle avait pris ma veste. Et l'odeur, je n'avais pas été le seul à la sentir. Ma mère m'avait fait la réflexion en entrant dans ma chambre. Elle avait eu un haut-le-cœur à peine entré. Ne sachant pas quoi lui répondre quand elle a demandé une explication, j'avais inventé une histoire bidon au sujet d'un bizutage et c'était passé. Mais ça confirmait le fait que je n'étais pas fou. Elle était bien réelle. Il était 2 heures du matin. Je tournais encore et encore dans mon lit en cherchant le sommeil, quand un bruit dans mon armoire a attiré mon attention. On aurait dit un grattement, comme un animal qui cherchait à s'enfuir. Bien sûr,
Je savais que ce n'était pas un animal. J'ai remonté ma couette par réflexe, en sachant bien que c'était totalement inutile. Le grattement était de plus en plus fort, de plus en plus rapide. Il résonnait dans mes oreilles à m'en rendre fou. Quand tout s'est arrêté. Plus de bruit, plus rien. J'ai fixé l'armoire sans cligner des yeux, m'attendant à tout moment à la voir sortir. C'est là qu'un rire grinçant tout près de mon oreille m'a fait bondir. Elle était là, juste à côté de mon lit, et riait en secouant la tête comme une hystérique. Après quelques secondes, elle s'est arrêtée et m'a fixé. Elle ne souriait pas. Ses yeux blancs me transperçaient. Je ne sais pas si c'était le fait de la voir de nuit, mais elle avait l'air beaucoup plus menaçante, beaucoup plus hostile. Elle a plissé les yeux et prononçait des mots qui me glacèrent le sang. Il est temps de me rejoindre, Mathieu. Mamie a besoin de toi. Elle n'avait plus rien d'une vieille dame. Je ne voyais que le mal en elle, sans pour autant pouvoir l'expliquer. Sa peau semblait partir en lambeaux. Sa bouche se tordait en un rictus abominable, et ses yeux paraissaient se creuser un peu plus chaque seconde. J'espérais que mes parents l'entendent. Je priais pour qu'elle débarque et la voie. Mais tout semblait figé. Je n'entendais rien de l'extérieur, et je me doutais qu'ils n'entendaient rien non plus. Je me contentais de la fixer, sentant les larmes couler sur mes joues. Mes membres ne me répondaient plus, j'étais paralysé par la peur. Soudain, en un hurlement strident, elle s'est jetée sur moi, me griffant de ses doigts décharnés avant de disparaître. Je me suis écroulé sur mon lit, pleurant comme jamais. Je venais de vivre la nuit la plus traumatisante de ma vie. Le lendemain, les griffures n'avaient pas disparu. Mes bras étaient rouges et boursouflés par les lacérations. N'ayant pas d'autre choix, j'en ai parlé à mes parents. Je m'attendais à finir en hôpital psychiatrique, et dans le fond, je l'espérais un peu même. Ma mère s'était écroulée sur le sol en pleurant. Mon père et moi la regardions, totalement démunis. Elle m'a alors expliqué que depuis ses 6 ans, son arrière-grand-mère, une vieille femme profondément méchante, s'était acharnée sur elle jusqu'à ses 12 ans, jour de son décès. À chaque visite, chaque réunion de famille, elle la tyrannisait. Elle prenait plaisir à la faire souffrir, la giflant ou lui tirant violemment les cheveux quand personne ne regardait, griffant et mordant ses bras le soir en lui disant bonne nuit. Ses parents ne l'avaient jamais cru. Peu avant son décès, sur son lit de mort, elle avait été forcée de lui dire adieu. Elle l'avait regardé droit dans les yeux, dans un dernier effort, lui jurant de continuer même après sa mort. Ma mère m'a expliqué que cette haine venait du fait que, d'après elle, toute la famille s'était détournée d'elle après sa naissance. Il s'était en réalité détourné d'elle parce qu'il la soupçonnait de pratiquer la magie noire. Elle l'avait appris par sa grand-mère, le jour même de son décès, cette dernière s'excusant de n'avoir rien fait pour la protéger par peur. Ma mère s'est excusée de ne rien avoir vu avant, et plusieurs mois ont passé sans aucun autre incident, jusqu'au 12 octobre, l'anniversaire du décès de la vieille dame. Je sentais ma mère étrange, distante. Je l'avais surprise à parler seule et à rire. Lorsque j'entrais dans la même pièce qu'elle, elle cessait son activité et me fixait, sans rien dire, sans rien faire d'autre que me fixer. Je sentais dans mes tripes que quelque chose ne tournait pas rond. Mon père était parti la veille en conférence sur Paris, et je me retrouvais seul avec ce qui la veille était encore ma mère. Le dîner s'était passé dans un silence pesant. Ma mère me fixait en souriant sans même toucher à son assiette. À la fin du repas, j'étais monté dans la chambre après avoir débarrassé mon assiette. Au début de quelques minutes, je l'ai entendu monter les escaliers, une marche après l'autre, comme une personne en difficulté. Mon sang n'a fait qu'un tour quand elle s'est mise à chantonner. C'était la même comptine que la vieille dame, et cette fois, les paroles étaient parfaitement audibles. Viens, mon petit, n'aie pas peur de mamie. Ta poupée est perdue, car mamie l'a pendue. Dis-toi bien qu'un jour, ce sera ton tour. Ma mère est finalement arrivée devant ma porte. Ses yeux étaient blancs, et elle me fixait en riant. Elle s'est approchée de moi en dansant, toujours en riant, puis s'est arrêtée à ma hauteur, plongeant ses yeux dans les miens. Ce qui s'est passé ensuite me hantera à jamais. De sa voix grinçante, elle m'a chuchoté que jamais personne ne se débarrasserait d'elle, qu'elle hanterait toutes les générations de cette famille maudite. Elle s'est alors subitement redressée et a couru jusqu'à la fenêtre de ma chambre. Je n'ai pas eu le temps de l'empêcher d'enjamber la rambarde. Quelques secondes plus tard, elle s'était écrasée au sol, 4 étages plus bas. La police a conclu à un suicide, et j'ai été placé 2 ans en psychiatrie suite à ce traumatisme. Elle ne m'est plus apparue par la suite. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, et j'ai peur comme je n'ai jamais eu peur auparavant. Je suis papa d'une petite fille de 2 ans, et je sais que tout va recommencer.